Figma a récemment révélé leur recette secrète qui structure leur propre design system. J'en ai tiré 5 leçons clés qu'on aborde aujourd'hui dans Parlons Design. Parlons Parlons Design saison 8 est sponsorisé par User Testing, la plateforme pour comprendre les besoins de vos audiences et pour identifier les irritants présents sur vos interfaces. Salut, c'est Romain Pachna, bienvenue dans Parlons Design. Récemment, j'ai suivi une interview de 20 minutes d'un product designer et d'un engineer de chez Figma qui ont beaucoup travaillé sur le design system, qui était même à l'initiation du design system. Et c'était une interview que j'ai trouvé hyper intéressante. Assez critiqué dans les commentaires, notamment pour le fait qu'il n'y avait pas du tout de visuel du design system de Figma. C'était juste une histoire, des réponses à des problématiques auxquelles ils ont répondu avec ce design system. Et justement, moi, c'est ce qui m'a fait trouver cette interview encore plus intéressante. Ça a rappelé le fait que le visuel n'est qu'une incarnation d'un système de pensée, de toute une réflexion, et qu'on peut parler design sans avoir à montrer quoi que ce soit. C'est d'ailleurs ce qu'on fait avec ce podcast chaque semaine depuis des années, mais je l'ai trouvé hyper intéressant. Ça permettait d'aller plus en profondeur sur des concepts, sur des grands principes, des grandes règles, et notamment il y a pas mal d'astuces, de propositions hyper concrètes que j'ai trouvé relativement uniques, qu'on entend assez peu et qui pourtant, à mon avis, participent grandement à la réussite d'un design system. Donc voilà, on en fait un petit condensé ensemble dans cet épisode. Bien évidemment, le lien de l'interview complète est en description. C'est en anglais, c'est 20 minutes, mais franchement, ça en vaut le coup, à mon sens. Alors commençons tout de suite dans le vif du sujet, et la première chose qui m'a marqué sur Design System, c'est qu'il ne l'appelle pas un Design System. Il l'appelle FPL, Figma Pattern Library. Et ils le disent dans l'interview à un moment, ce n'est pas une Component Library, c'est une Pattern Library. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que c'est pas un ensemble de briques visuelles, d'éléments qui représentent des composants visuels, des éléments qu'on peut réutiliser, mais bien un ensemble de systèmes répétables. Alors, on peut se dire, il n'y a pas beaucoup de différence, mais quand même un petit peu, notamment dans l'interprétation. C'est-à-dire, on va pas juste faire un composant qui a un look visuel qu'on va réutiliser dès qu'on a besoin de ce look visuel, mais plutôt un composant va représenter un pattern d'usage dans un contexte particulier, et dès qu'on va avoir ce pattern d'usage qui revient, on va venir le réutiliser. On a quelque chose de beaucoup plus sémantique, c'est vraiment un système qui doit se comprendre par lui-même, qui répond à une problématique, c'est un pattern qui répond à une problématique. Le contexte et le comportement drive les composants de la librairie en question. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant parce qu'il parle de 22 composants uniquement, avec beaucoup de variantes derrière, mais c'est pas un UI kit en fait, où on va avoir des dizaines et des dizaines de composants qu'on peut réutiliser à toutes les sauces partout dans l'interface. Non, c'est des solutions à des problématiques qui sont rangées dans leur Figma Pattern Library. Ça, c'est un premier point intéressant. Si on creuse un petit peu plus dans les composants, on a dit qu'eux, ils avaient énormément de variantes. Et ils proposaient une très bonne astuce sur la gestion des propriétés des composants Figma. Et qu'ils appliquaient aussi pour simplifier la communication entre les designers et les développeurs. Eux, de leur côté, ils différenciaient les propriétés en deux types. Les propriétés de statut, les state properties en anglais, et les propriétés de contexte. Je vous explique. Ce qui considère une propriété de statut, c'est par exemple le fait qu'un input soit focus, rempli, vide ou vide, par exemple. C'est-à-dire, c'est des comportements, un statut qui va changer en fonction des interactions de l'utilisateur. Mais nous, en tant que designer, on va pas avoir à choisir est-ce que c'est en statut field, en statut empty, en statut focused ou pas. Parce que ça n'a pas de sens, ça va dépendre de ce que fait l'utilisateur avec cet input. Et de l'autre côté, on a les propriétés qu'ils appellent de contexte, qui elles vont devoir être définies par le designer ou par le développeur. Donc par exemple, est-ce que cet input a une petite icône qui indique la monnaie qu'on doit saisir à l'intérieur? Est-ce que cet input est disabled? Là, on est dans une propriété de contexte, parce que c'est le designer qui va choisir, c'est pas l'utilisateur qui va choisir est-ce que c'est disabled ou non. Et donc, forcément, eux, ils différencient ça dans Figma avec un petit emoji qui permet de différencier entre les state properties et les context properties. Ça va avoir une lecture plus simple pour tout le monde pour savoir, je suis designer, j'utilise un composant. En fait, ces propriétés, c'est du statut. Ça va dépendre de comment l'utilisateur interagit avec ce composant. Et ces autres propriétés, c'est moi qui dois les définir pour savoir
dans quel contexte finalement j'utilise ce composant et proposer la bonne expérience à l'utilisateur. Donc c'est vraiment intéressant parce que c'est un problème hyper récurrent, j'ai l'impression dans les design systems que j'ai connus jusqu'à maintenant, avoir cette espèce de propriétés qui avaient pas trop de sens à manipuler, qu'on manipule plus pour faire des démonstrations de statuts particuliers, mais qui ne sont pas un choix qui doivent être codés de manière ARM parce que ça va être dynamique, et les propriétés sur lesquelles on doit faire un choix conscient en tant que designer. C'est la majorité des propriétés, mais si on sépare pas ces deux cas d'usage, ben on a tendance à s'y perdre un petit peu en tant que designer à l'usage, et donc eux, ils ont solutionné ça avec la différence state property, context property. Toujours en restant dans les propriétés, un troisième point que j'ai trouvé hyper intéressant, presque un soulagement, c'est qu'ils disent les propriétés dans Figma peuvent être différentes des propriétés dans le code. Il n'y a pas besoin d'avoir un matching parfait entre les propriétés dans Figma, les propriétés dans le code. Pourquoi ? Bah déjà, Figma a certaines limites que le code n'a pas. Ça peut être des contextes d'usage différents, des utilisateurs différents, des designers vs des développeurs. Et donc, globalement, on n'a pas de raison de vouloir absolument harmoniser les deux. C'est un rêve qui paraît beau sur le principe, qui n'apporte pas de gain d'efficacité, et qui, au contraire, va souvent créer des très longs débats pour amener à, en fait, une chose qui est pas possible. Parce qu'on est sur des outils différents, des contraintes différentes, des usages différents en finalité. Il y en a un qui va ingérer de la donnée réelle, côté code, et il y en a un où on va juste saisir des textes à la main pour faire placeholder, pour donner une idée. Donc ce n'est pas la même chose, ce n'est pas le même contexte d'usage, c'est ok d'avoir des propriétés dans Figma qui sont différentes des propriétés en code, parce que c'est pas les mêmes utilisateurs. Troisième point, sortons un petit peu de ce délire de propriété et parlons un peu plus feature Figma, mais qui peut également bien évidemment se répliquer dans le code, c'est l'usage des modes. Alors eux, ils en parlent du fait qu'ils aient plusieurs produits, en tout cas ils considèrent plusieurs produits différents, Figma, FigJam, Slide, qui ont chacune des identités différentes, autant en termes de couleurs que sur certains aspects de composants. Donc, typiquement, les boutons ont une apparence un peu plus fluffy avec plus de marge, etc. sur FigJam. Et donc, eux, ils utilisent tout simplement les modes pour créer une identité dédiée pour chaque sous-produit. Derrière, ça leur permet d'avoir un seul composant bouton, par exemple, si on prend cet exemple-là, qui va se styliser de la bonne façon en fonction du contexte dans lequel il est utilisé grâce au mode de Figma. Donc ça, bien sûr, c'est quelque chose à utiliser uniquement s'il y a plusieurs identités au sein de votre marque, mais c'est une automatisation extrêmement efficace qui simplifie la vie de tous les utilisateurs directs du design system, donc les designers et les développeurs, mais aussi la vie du client final, parce que il sera sûr d'avoir une cohérence dans l'usage des composants et dans les chartes graphiques entre les différents outils. Les designers et les développeurs n'auront pas à s'assurer qu'ils utilisent bien le bouton du bon design system lié au bon produit, ils auront juste à utiliser le composant bouton qui va s'adapter selon le contexte et selon le mode. Si vous avez une marque qui a plusieurs produits ou plusieurs identités, je vous conseille fortement de vous pencher sur les modes. On a utilisé ça notamment chez Lydia pour le split entre Lydia et Sumeria, avoir deux identités powered by un seul design system, et c'est extrêmement efficace, extrêmement puissant, ça marche très très bien. Enfin, dernière astuce pour terminer, et c'est un grand principe, ils l'ont rappelé à plusieurs reprises, et je ne peux que être d'accord avec eux, c'est le but d'un design system, c'est de rendre la vie des designers, des développeurs et des users finaux plus facile. C'est pas un outil de designer, c'est pas un outil de développeur. C'est un outil qui doit accélérer la production de end value pour le client final, pour l'utilisateur final. Ça doit améliorer la qualité de vie de l'utilisateur final et des gens qui travaillent pour l'utilisateur final. Faut jamais perdre ça de vue et faire ça pour la beauté du design system, pour la structure d'un design bien fait ou d'un développement bien fait. Ce n'est pas ça le but d'un design system. Comme tout projet de design sur lequel on travaille, on vient répondre à une problématique avec une solution qui, dans le cas qu'on discute actuellement, est probablement un design system, mais ce n'est que ça le but final, d'améliorer l'expérience utilisateur, que ce soit des utilisateurs internes, designers et développeurs, ou des utilisateurs finaux, les clients de notre produit. Donc voilà. Ça fait du bien d'entendre tout ça. Pour moi, c'est beaucoup de conseils terre à terre, mais qu'on a tendance justement un peu à oublier, à s'emporter dans vouloir faire
un design system beau, un design system élégant, un design system qui répond aux best practices, mais en fait, les best practices, souvent, elles ont tendance à oublier cette finalité de pourquoi on construit tout ça. Donc ne l'oubliez pas, et j'espère que certaines de ces astuces vous auront inspiré. Moi, celle qui m'a le plus marqué et qui, à mon sens, est la plus applicable très facilement en plus, c'est cette différence entre state properties et context properties. N'hésitez pas à me dire s'il y en a d'autres qui vous ont intéressé. Bref. On fait pas un design system, on répond à une problématique d'efficience et de qualité de vie. Pensez à adapter votre design system à vos besoins, votre taille d'équipe, votre marque, vos faiblesses. Votre design system ne doit pas être celui de Figma, qui ne doit pas être celui de Google, qui ne doit pas être celui de la petite startup du coin. Ça va dépendre de votre contexte. Prenez toujours ça en compte. Et pareil, là je vous parle dans ces podcasts de plein d'idées. Prenez-les pour ce qu'elles valent, challengez-les, ajustez-les à ce qu'il vous faut. Bien évidemment, le lien de l'interview source est en description. C'est hyper intéressant, même s'il n'y a pas de visuel. Et si vous voulez avoir accès à des ressources comme ça, hyper quali, j'ai une petite newsletter qui s'appelle Partage en Design, qui est dispo par mail et par flux RSS, sur Feedly par exemple, gratuitement. Bien évidemment, je sélectionne à la main les meilleures ressources design sur lesquelles je tombe. Ça peut être des vidéos, ça peut être des podcasts, ça peut être des articles, etc. etc. Voilà, c'est gratuit, c'est un plaisir. Ça fait quelques années maintenant que ça tourne et qu'il y a une petite centaine de lecteurs, il me semble. Donc voilà, c'est toujours cool, n'hésitez pas à les rejoindre. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Parlons Design. Salut. Parlons design. Parlons design. Parlons design.